Europe 1, 13h. Et on continue de décrypter l'actualité jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et vos invités du jour, le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Alors on a parlé de la gauche, du centre, on va parler de la droite, tiens, justement, et c'est ce qu'on appelle un rétropédalage d'urgence. Après les propos du secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée nationale, Renaud Labaille, qui affirmait que son parti ne censurerait pas automatiquement un gouvernement de gauche, eh bien Marine Le Pen a remis les pendules à l'heure 1 heure après, en disant que justement le RN censurera tout gouvernement où des LFI et des écologistes auraient des responsabilités ministérielles. Écoutez, Jean-Philippe Tanguy, député sortant RN, il était l'invité ce matin de Jacques Serret sur le sujet. Non, mais nous, il n'y a jamais de doute, la ligne est toujours celle donnée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, point final. Donc, évidemment, qu'on censurera un gouvernement avec les insoumis. Je vais vous donner un exemple. Un ministre insoumis ou même de gauche de l'Intérieur peut immédiatement donner des instructions à la police pour changer de doctrine de défense et de doctrine du maintien de l'ordre et exposer la sécurité de nos gendarmes et de nos policiers aux voyous. Voilà, donc c'est pas du tout à prendre avec des pincettes et c'est pas comme laisser gouverner un gouvernement technique qui malheureusement, même s'il ne correspond évidemment pas du tout à nos aspirations, pourrait au moins gérer les Jeux Olympiques et éviter que notre pays s'enfonce dans le chaos. Alors, il y a Jean-Philippe Tanguy ce matin sur Europe 1 avec Jacques Serret. Alors, il le dit, la ligne du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella, Marine Le Pen. N'empêche, encore une fois, il y a un slalom géant, là, une rouge, une bleue, qui fait tâche quand même du côté du Rassemblement national, Nathan Dever. Bien sûr, ça fait tâche parce que ça montre bien, quelle est leur stratégie, et deux, en quoi cette stratégie est vraiment une stratégie de vitrine ou de façade. Cette stratégie de la cravate bien célèbre, d'essayer d'arriver très poli, de jouer parfaitement les règles du jeu du Parlement et de créer une sorte de contraste avec le bordel entre guillemets qui viendrait comme ça de la gauche. Mais cependant, on voit bien que chez eux, il y a un côté vide à cela. Et que quand on se concentre vraiment sur leur comportement à l'Assemblée, par-delà le fait qu'ils ont mis des costumes et le fait qu'ils respectent entre guillemets les règles du jeu. Quand on regarde par exemple leur vote, eh bien, parti qui se présente comme un parti social, défendant les intérêts des classes populaires, on voit que systématiquement, il a voté contre des avancées sociales, contre l'augmentation du SMIC, l'indexation des salaires sur l'inflation, etc., etc. Il a systématiquement voté contre, par exemple. Deuxièmement, on voit qu'il y a un certain nombre de moments, il y en a eu plusieurs, même sur les 2 dernières années, où les députés RN n'ont eu aucun problème à voter pour des propositions émanant du macronisme, et réciproquement, les macronistes n'ont pas été très embarrassés que des députés RN puissent approuver certaines de leurs propositions. Donc tout cela fait, si vous voulez, que le Rassemblement national est dans une logique un peu de relativisme à l'Assemblée nationale, en tout cas de façade, mais surtout que leur attitude, si on se concentre vraiment sur ce qu'ils font, on voit bien que c'est très 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 différent de la musique qu'ils essayent de distiller dans leurs meetings et dans leurs discours politiques. Et ce, en dépit effectivement du message qui a été passé par Jordan Bardella en disant voilà, on est ensemble, on sort les personnages avec des CV un peu sulfureux, on a une ligne de conduite, on s'y tient, et derrière, crac, tout s'effondre, il y a un côté macomoulage quand même. Oui, parce que je pense qu'à l'approche du pouvoir, le Rassemblement national prend conscience quand même qu'il lui manque une certaine crédibilité politique et économique, et je crois qu'il y a quand même l'idée de tordre le cou à un canard qui veut que finalement, entre le programme de l'extrême gauche et le programme de l'extrême droite, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence et que c'est un petit peu la même chose. Même si, comme Nathan l'a très bien dit, quand on regarde un petit peu ce qu'ils font au Parlement, ils votent plutôt comme un parti de droite. C'est vrai qu'il y a toujours cette image qui vient peut-être de Philippot, à l'époque, qui vient de cette idée que finalement, l'électorat social, l'électorat populaire, l'électorat ouvrier vote pour le Rassemblement national. Et donc, il y a cette idée que finalement, le Rassemblement national serait peut-être un parti de gauche un peu d'un troisième type. C'est d'ailleurs ce que disait Bruno Le Maire pendant la campagne des législatives. Et donc là, l'idée du Rassemblement national, c'est de se dire, là, il faut quand même qu'on soit un petit peu plus responsable, parce que sinon, on aura toujours ce plafond de verre qui nous empêchera. Bon. Et c'est vrai qu'on l'a vu pendant la campagne. Le second tour, oui, l'entre-deux tours n'a pas été... Parce que Bardella, finalement, autant il a bien réussi sa campagne européenne, autant il a raté sa campagne législative avec 2 ou 3 bêtises,
par exemple, sur la réforme des retraites, il a quand même dit qu'avec lui, on pourrait prendre sa retraite à 66 ans. Oui. Parce qu'il n'avait pas bien préparé son truc, il n'avait pas bien préparé son... aussi, la binationalité, c'est une très grosse bêtise. Et puis, vous avez aussi d'autres choses. Vous avez, par exemple, le fait que on ne sait pas qui peut être ministre dans un gouvernement qui serait dirigé par Bardella. Donc, tout ça fait un petit peu improvisation. Tout ça, on Parce a que là aussi, ils sont pas programmés pour 2024. Peut-être ils se préparent pour 2027. Oui, et là, on rejoint ce qui se passe du côté d'LFI. On sent qu'on attend. Et qu'on se dit c'est peut-être un peu trop tôt pour nous, attendons 2027. Et donc là, c'est un petit peu ce que disait Nathan, la stratégie de la cravate, il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se respectabiliser, il faut continuer à travailler aussi et d'être un petit peu plus robuste sur le programme, sur les idées, et d'avoir aussi des élus locaux et puis des élus qui peuvent être éventuellement capables d'être ministres. Et donc tout ça se fait pas en soufflant dessus. Et donc c'est vrai qu'ils vont avoir besoin d'1 an, 2 ans, 3 ans pour y arriver. Voilà, effectivement, Nathan Devers, il y a du boulot, quoi. Faut travailler sur le fond et pas que sur la forme. Il y a du boulot. C'est assez marrant d'ailleurs de voir un parti qui se professionnalise entre guillemets depuis 10 ans. Comme si c'était si difficile que ça quand on travaille dans la politique, quand on est élu, quand on est député, quand on se présente à des élections, d'être professionnel. C'est assez marrant. Mais sur le fond des choses d'ailleurs, ce cafouillage, de pas savoir sur la censure, comment voter, montre bien en fait qu'ils sont dans une situation comme un boxeur après un KO. Si vous voulez quand même cette élection législative. Beaucoup d'ailleurs ils ont eu du mal, on le sent qu'ils sont encore touchés. Vous avez raison de faire la comparaison avec la boxe parce qu'on les sent sonner. Ils sont sonnés. Et pourquoi ils sont sonnés ? Parce que beaucoup d'observateurs, quand Macron a fait la dissolution, d'ailleurs, on reprochait à Emmanuel Macron d'offrir la victoire au Rassemblement national sur un plateau d'argent. Ils étaient quand même donnés gagnants. C'est quand même la première fois dans l'histoire de France que à peu près tous les observateurs politiques disaient qu'il y avait non seulement un risque, mais une probabilité importante que Matignon revienne à Jordan Bardella. Et si vous voulez, dans ces conditions, avoir en plus un Rassemblement national qui avait ce projet Matignon, ce plan Matignon, quand on a vu les candidats qu'ils ont sortis dans un certain nombre de circonscriptions, qui étaient incapables de répondre à des questions élémentaires sur leur programme, qui étaient, pour certains, avaient des profils extrêmement sulfureux. L'une disant qu'elle avait un ophtalmo juif et un dentiste arabe, ou l'inverse, je sais plus, des choses comme ça. D'autres, une photographie avec une casquette ils étaient pas de coachés, la lutte. Bon, c'était pas tenu. Mais c'est même pas seulement pas coaché, c'est lunaire. Pas casté. Pas casté, si vous voulez, c'est ça. Machiavel explique bien dans Le Prince qu'un politique, pour lui, la chance, ça doit être une vertu. Ça doit être un talent. La fortuna, avoir de la chance, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui nous tombe dessus, c'est le talent des politiques. Et là, ce qui est drôle, c'est que le Rassemblement national a objectivement eu de la chance au moment de cette dissolution et sur les précédentes années, mais qu'il a même pas été capable de saisir la chance qu'il a eue. C'est comme si vous gagnez au loto et que vous perdez votre ticket. C'est exactement ça. Oui, mais Nathan, je pense que... Alors moi, Michel Salvatore. On peut se demander si finalement, ils n'ont pas eu la chance de pas accéder au pouvoir tout de suite, parce qu'ils étaient tellement pas préparés que finalement, peut-être que pour Marine Le Pen, qui, elle, veut devenir présidente en 2027, ça aurait été extrêmement difficile si Jordan Bardella avait fait la preuve de son incompétence, de son impréparation, de son improvisation. Et donc, d'une certaine façon, c'est vrai que, au soir du deuxième tour, Marine Le Pen disait que c'était une victoire différée. Je ne sais pas si elle a raison, mais moi, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont plutôt eu de la chance là-dessus, parce que même si pendant toute la campagne des européennes, ils ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale, évidemment que lorsque le président de la République l'a annoncé, ils étaient saisis d'effroi parce qu'ils n'étaient absolument pas prêts. Ils changeaient de statut, ils ont basculé dans une autre dimension d'un parti d'opposition, ils devenaient un parti potentiellement qui pouvait prendre les clés du camion. Exactement. Et ça change la donne au niveau de la pression. Oui, c'est vrai. Et sur cette question d'ailleurs de la compétence ou de la préparation, c'est vrai que Marine Le Pen, elle a aussi une singularité dans le paysage politique, c'est que c'est la seule personne politique de premier plan dont l'impréparation, voire l'incompétence, avait été révélée au grand jour, dans un moment qui était central, qui était juste le débat de l'entre-deux-tours d'une élection présidentielle. Ou si vous voulez, c'était gênant. Mais elle a appris quand même, mais justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que normalement, n'importe quelle personne politique aurait eu la même chose, aurait fait la même chose, c'était la mort politique immédiate. Et il est vrai que Marine Le Pen et le Rassemblement national, leur impréparation est montrée au grand jour chaque fois qu'ils sont sur la porte du pouvoir, et pourtant, ils arrivent quand même à renaître, à faire comme si. Merci beaucoup Nathan Devers, Jean-Michel Salvatore. Évidemment, tous ces sujets, Liette Deval les brossera de 16h à 18h, Pierre de Villeneuve ce soir à 19h. L'actualité ne s'arrête jamais sur Europe 1. Nous, on se retrouve lundi, évidemment, fidèle au poste, dès 13h. Voilà, et sans moi, parce que moi, je ferai l'étoile de mer sur le sable. Merci. Et à propos d'étoiles, cet été, les étoiles d'Europe 1 sont de retour. C'est le rendez-vous que nous propose Didier Barbelivien tous les samedis et dimanches de 10h à 11h. Un portrait intime et en musique des grands noms de la chanson française, Aznavour,
Johnny Hallyday, France Gall, en tout cas des artistes et des amis dont il a croisé la route et qu'il nous raconte à travers des témoignages très personnels. Demain, il mettra un petit coup de projecteur, même un gros coup de projecteur, sur Jane Birkin. Voilà, dans un instant, les récits extraordinaires de Pierre Bellemare avec 2 superbes histoires, dont l'une, vous connaissez certainement Thérèse Desqueyroux, le livre de François Mauriac. Il y avait la vraie Thérèse Desqueyroux. Ah, très bien. Et oui, ce sera Super passionnant. juste après les infos de 14h.